Chers téléspectateurs, nous voici à notre rendez-vous. Nous sommes le samedi 12 juillet 2025 et au regard de l'abondance de l'actualité, nous allons immédiatement rentrer dans le vif du sujet. Au titre des informations, nous avons toujours cette première information que vous connaissez déjà. C'est la situation des accords entre le Congo, notre pays, et le Rwanda. Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État rwandais au Congo. Une visite de 72 heures au cours de laquelle Paul Kagame, dont la dernière venue remontait à 2016, a rencontré son homologue congolais. Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, 8 au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs, sans oublier l'agriculture. Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi 2 mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. Les deux chefs d'État se sont enfin accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d'Afrique centrale, non seulement dans le domaine de l'économie, mais également dans celui de la lutte contre l'insécurité. Et vous savez que le 5 juin dernier, lors de son émission sur la quinzaine du gouvernement, le porte-parole du gouvernement avait annoncé que ce dossier était clos, qu'il était terminé et que le ministre chargé des Affaires foncières avait pris les dispositions pour en informer les partenaires. Mais les réactions ont été diverses parce qu'on a eu des échos comme quoi la partie rwandaise était surprise, qu'elle était étonnée. Que dans certains milieux du pouvoir rwandais, on a même considéré que c'était un fake news. Et devant toutes ces réactions, les Congolais ont pensé qu'il fallait que les gouvernants congolais leur apportent la preuve de ce que le dossier était effectivement terminé. Et la preuve, c'est en fait à travers les documents qui ont été pris par le gouvernement. C'est à travers le décret qui devait mettre fin à l'autorisation expresse d'occuper. Et c'est un certain nombre de choses. Malheureusement, depuis qu'on a formulé la demande, il n'y a pas de réaction. Et nous sommes surpris, nous sommes devenus dubitatifs et nous nous disons qu'effectivement ce problème avec le Rwanda cache véritablement un agenda caché. Je vais me permettre de vous rappeler que nous avons eu cette affaire, sinon cette rencontre du 27 juillet 2021 entre l'ambassadeur rwandais et le ministre congolais chargé des affaires foncières, rencontre au cours de laquelle l'ambassadeur avait demandé des titres fonciers pour les terres que le Congo avait données au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud. Il semblerait que le ministre avait pris des engagements pour que ces documents soient obtenus dans les meilleurs délais. Puis patata, le gouvernement a commencé par ne pas se reconnaître là-dedans. Et on s'est posé la question, qui ment dans cette affaire? Le deuxième volet aussi que nous tenons à rappeler, c'est cette information que nous avons recueillie le 30 mars 2024 à travers la télévision nationale rwandaise. Information selon laquelle, du 4 au 8 mars 2024, il y a une mission des membres du secteur privé rwandais qui ont visité le Congo et qui ont découvert 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km² qui étaient devenus la propriété rwandaise. En fait, il s'agissait de façon claire de la constitution de 2 enclaves rwandaises sur le territoire congolais. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité
et ce projet est désormais en cours, mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terre serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous ne sommes pas satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise, pourquoi? Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. Le premier, il y a eu, dans certaines localités que nous avons visitées, pas dans toutes, à Madiengu et un peu à Lodima, un sentiment mitigé, mais un sentiment général d'inquiétude et de peur de la part de la population au regard d'un certain nombre d'informations qui auraient été mises à leur disposition faisant état d'une vente des terres congolaises au Rwanda ou à des sujets rwandais. Le deuxième fait constant à retenir, c'est que aucune terre, aucune partie de terre n'a fait l'objet de vente ou de cession sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les localités visitées. Et les populations s'en sont elles-mêmes rendues compte puisque de leurs témoignages, nous avons tous suivi que les populations n'ont reçu sur leur terre aucune délégation rwandaise. Le troisième fait constant à retenir, c'est que les localités que nous avons visitées ont fait l'objet d'autorisation provisoire d'occuper ou d'autorisation express d'occuper s'agissant de la localité de Masangi Ayama. Et malgré ces autorisations provisoires ou express, aucune activité n'a été entreprise pour la mise en œuvre de ces autorisations provisoires. Si jusqu'au 8 décembre 2024, date d'expiration de ces autorisations, toutes ces diligences n'ont pas été accomplies, ces autorisations seront frappées de caducité. Après 4 ans d'exercice en République du Congo, l'ambassadeur du Rwanda est arrivé à la fin de sa mission. Comme l'exigent les usages diplomatiques en pareilles circonstances, Théoneste Mutsenda Chiaka a fait le mercredi ses adieux au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. L'occasion a permis au diplomate rwandais de faire le bilan de son passage en terre congolaise et partant de la coopération entre Kigali et Brazzaville. Pendant les 4 ans, les relations entre le Rwanda et le Congo sont vraiment excellentes. On a mis beaucoup d'efforts sur la diplomatie économique. On a parlé spécialement de deux projets qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial de Maluku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo, made in Congo, par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfield. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture de ricin pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société ENI. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bwenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Les opérateurs économiques rwandais ont réagi avec beaucoup d'enthousiasme. Ils envisageaient de venir y faire la culture du maïs, du soja, du piment, etc. Et du côté congolais, encore une fois, on a nié cela. Et on nous a demandé à nous autres de donner la preuve de ce que
le Congo avait donné des terres, ce que nous ne pouvions évidemment pas faire. Et la question qui est revenue, c'est qui ment dans cette affaire? L'autre volet que nous allons aborder, c'est après que le Premier ministre ait fait une descente sur le terrain et qu'il ait révélé que les autorisations provisoires d'occuper étaient valables jusqu'au 8 décembre 2024. Dépasser ces délais, si les diligences n'étaient pas remplies, ben, ces autorisations seraient déclarées caduques. C'est justement ça l'objet du débat actuel. Bon, on nous a dit que ça a été déclaré caduque, mais nous n'avons aucune preuve. Mais curieusement, nous avons été surpris parce que le 15 janvier 2025, l'ambassadeur rwandais a été reçu en audience par le chef de l'État. Et au sortir de cette audience, il a annoncé qu'ils allaient commencer à procéder à la culture du ricin sur 3000 hectares à Aubéville. Puis on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. D'un côté, on nous dit que les espaces sur lesquels ils devaient faire ces cultures ont été déclarés caducs. De l'autre, on nous dit qu'on va commencer sur 3000 hectares, il y a quelque chose. Donc, la question qui revient toujours, c'est qui ment dans cette affaire? Mais la conclusion, et nous revenons toujours là-dessus, nous attirons l'attention des gouvernants. La position des Congolais est claire. Congolais tant de l'intérieur que de l'extérieur. Non à la vente des terres. Non à la cession des terres au Rwanda. Oui à l'annulation pure et simple de ces accords. D'autant que nous sommes toujours préoccupés par cet accord de coopération militaire et technique. Nous sommes également préoccupés sur l'accord cadre de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements. Nous sommes préoccupés par le permis d'exploitation de la mine de Kangami-Chopo. Nous sommes préoccupés par les 4 permis de recherche minière et les autres aspects. Mais en fait, en gros, les Congolais veulent de l'annulation pure et simple de ces accords. Le deuxième point, sinon la deuxième information que nous allons aborder, est relative à la situation des prisonniers politiques en général et en particulier Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa, et ensuite au retour de tous les exilés au pays, dans leur pays, parce qu'il est anormal que depuis 1997, nous ayons des compatriotes qui sont pratiquement exilés à l'extérieur, alors qu'on devrait avancer et progresser, puisqu'on parle assez souvent de paix, de vivre ensemble, etc. Donc il faut que ce problème soit là. Mais nous y revenons cette fois-ci. Pourquoi? Nous sommes on approche une élection et nous savons qu'en 2016, Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa ont été 2 candidats à l'élection présidentielle. Ils n'ont jamais reconnu les résultats. Et comme nous le disons et nous ne cessons de le répéter, depuis 2002, aucune élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée n'a été organisée dans ce pays. Mais nous ne tenons pas compte seulement de nos avis, nous tenons compte également de ce que le président Denis Sassou Nguesso avait déclaré en novembre 1992 en disant « Jamais, jamais nous n'accepterons qu'une élection hors la loi soit organisée ». Or, depuis pratiquement 2002, nous ne cessons de vous rappeler et de vous répéter que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, que le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle, ce qui est une véritable preuve de ce que, effectivement, toutes ces élections qui ont été organisées l'ont été hors la loi. Mais le problème ne s'arrête pas là. Les Congolais se souviennent qu'à partir du 4 avril 2016, il y a eu ce qu'il y a eu comme attaque dans la partie sud de Brazzaville. Et cela s'est prolongé dans le Poul pour donner ce qu'on appelait la guerre du Poul. Un rapide survol de la région du Poul, à une dizaine de kilomètres au sud de Brazzaville, renseigne sur les conséquences humanitaires des récents bombardements de l'armée qui disait cibler les centres de commandement du pasteur Toumi, assimilé à un terroriste selon la terminologie officielle. Témoignage d'un habitant de Vinza. Oui, une journée, au moins 30 minutes après, les hélicos sont repartis. Ils étaient combien au total, les hélicos? Il y avait 2 hélicos de bombardement, 2 hélicos militaires. Donc c'était des grosses charges? Oui. Qu'ils ont déversées? Oui. Sur l'école primaire? Oui. Là, il n'y avait pas les élèves?
Il n'y avait pas des élèves. C'est que lundi, ils étaient là, il y avait proclamation. Mardi, ils étaient là. Maintenant, le mercredi, le directeur a dit que non, demain ne venez pas. Comme les enseignants ne sont pas encore arrivés, nous sommes qu'à 2. Donc il faut seulement revenir le lundi. Donc, heureusement qu'il n'y avait pas des élèves, mais sinon il devrait y avoir beaucoup de morts. Visiblement, les obus ont au moins touché une école sans élèves au moment des bombardements d'après divers témoignages. Beaucoup d'habitants ont fui leur domicile et certains sont encore cachés dans la forêt. Mais à l'époque, on se souvient des déclarations des membres du gouvernement, notamment du gouvernement du Premier ministre Clément Mwamba, où on avait dit que les responsables de cette attaque étaient des terroristes, des gens avec lesquels on ne pouvait pas négocier. Puis finalement, curieusement, en décembre 2017, on a signé un accord de paix. Les poursuites judiciaires qui avaient été engagées ont été arrêtées, semble-t-il, au titre de la paix. Donc, il y a une situation comme de 2 poids, 2 mesures au regard du bilan que l'on a connu dans ce que l'on pourrait appeler la guerre du Poul, avec les pertes humaines, avec les exécutions sommaires, avec les déplacements de population, etc. Avec sa petite famille, Fortuné a marché une semaine pour rentrer à Brazzaville. Sa chemise bleue et quelques affaires, c'est tout ce qu'il a pu ramener chez lui. Premier regard sur la région qu'il a fui il y a bientôt une année, premier checkpoint de police. Avec lui sa grand-mère et sa petite sœur de 15 ans qui vient d'accoucher en forêt. Fortuné fait partie de ceux qu'on appelle ici les retournés, ces 200 000 Congolais qui reviennent peu à peu à Brazzaville après avoir été chassés par la reprise des combats le 18 décembre 1998. Dernier kilomètre avant de rejoindre un poste de secours à l'entrée de Brazzaville. Soulagement, Fortuné et les siens, ils ont échappé à la forêt et aux miliciens incontrôlables qui y sévissent. Mais combien d'autres sont restés dans la région du Poul? Personne ne le sait. Là-bas aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants sont malades, très malades, sont au fond de forêt, souffrent. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. Allez aider les autres qui sont là-bas. C'est pas ici. Pour l'instant, comme beaucoup d'autres déplacés, Fortuné est amené par camion vers un centre de transit. Chaque jour, entre fin juillet et fin novembre 1999, plus de 1000 personnes ont ainsi afflué vers la capitale. Dans cet ancien complexe sportif, le Comité international de la Croix-Rouge distribue des bons de ravitaillement. Premier tri des réfugiés par la Croix-Rouge locale, ceux qui n'ont pas de logement ou de famille à Brazzaville sont dirigés vers des camps, les autres retournent chez eux. Fortuné et sa famille font partie de cela. Après l'inscription au registre des nouveaux arrivants, un moment de repos. Et puis les retrouvailles. Donc la situation de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Saliso au regard de ça est pratiquement préoccupante. Mais nous ajouterons sur ce créneau que nous cessons de parler, même si nous ne voulons pas essayer d'invectiver un certain nombre de nos compatriotes. Nous avons ce complot international qui a été révélé par le panafricaniste Laurent Sokoko, complot international qui visait l'assassinat du chef de l'État. Et nous pensons que ce sont des affaires suffisamment importantes qui rappellent la situation de Jean-Marie Michel Moukoko et qui ne permettent pas de comprendre qu'on traite ces problèmes dans un système 2 poids,
de mesures. Mais enfin, pour terminer sur ce créneau, je veux rappeler l'événement malheureux que nous venons de vivre. C'est l'assassinat du colonel Atta, qui était chargé, un des éléments chargés de la sécurité de Jean-Marie Michel Moukoko, qui a été froidement abattu et pour lequel nous exigeons qu'une enquête sérieuse soit menée pour que la lumière soit faite et qu'on puisse avancer et qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, le problème qui vient après, il s'agit d'un audio qui circule sur les réseaux sociaux. Audio qui a été réalisé par l'abbé Yanguissa, que beaucoup de Congolais connaissent, puisqu'il est responsable d'un parti politique ici au Congo. Mais dans cet audio, l'abbé Yanguissa révèle pratiquement une histoire sur laquelle les Congolais souhaitent en avoir les contours, parce qu'il semblerait d'un deal entre le président de la République et le révérend pasteur Ntoumi. Et cette affaire est suffisamment grave, elle est suffisamment importante pour que les Congolais ne s'empêchent pas de rechercher la vérité. Nous osons espérer, puisque l'abbé Yanguissa s'exprime quand il le veut. Donc il y a la possibilité qu'il est un des acteurs qui devrait aider à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Maintenant, dans le cadre de ces informations, la dernière information que je vais donner, c'est que le Parti social-démocrate congolais a signé le 30 juin dernier une lettre ouverte adressée à la fois au président, une lettre ouverte adressée à la fois au vénérable président du Sénat et à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Pourquoi cette lettre? Mais parce qu'il nous a été donné de constater que le pays connaît de sérieux et de graves problèmes. Nous les avons énumérés dans la lettre. Et nous sommes surpris du silence de l'Assemblée et du Sénat, censé être composé des représentants du peuple, qui semblent indifférents à ces différentes situations, qui sont pour la plupart des situations préoccupantes. Donc nous avons adressé cette lettre. En même temps, nous en avons fait ampliation au Premier ministre chef du gouvernement. Nous en avons fait ampliation au ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État. Nous en avons fait ampliation au Rassemblement des forces du changement. Et nous souhaitons que ces deux chambres accordent beaucoup d'intérêt et beaucoup d'importance, parce que les problèmes soulevés sont très importants. Parmi les problèmes soulevés, vous avez celui sur lequel nous revenons souvent, c'est la non-conformité à la loi du Parti congolais du travail. C'est également le fait que le président de la République est dans une situation manifeste et délicate d'incompatibilité constitutionnelle. Et c'est la conclusion qui est bonne, mais nous la synthétisons dans la déclaration qui a été faite par le Premier ministre lors de la séance des questions orales au gouvernement au niveau du Sénat, à savoir, force doit être donnée à la loi. Et je crois que c'est très intéressant. Mais pour ceux qui sont intéressés, nous avons déposé ce courrier le 1er juillet. Nous avons déposé les ampliations qui ont été retenues le 3 juillet. Et depuis le 9 juillet, nous avons mis ces documents. Très important, parce qu'il y a non seulement la lettre, mais il y a aussi les pièces qui y sont annexées, qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent se la procurer et puis avancer. Maintenant, nous allons arriver à la thématique. Beaucoup de questions nous ont été posées. Et je présente mes excuses aux téléspectateurs parce que il semble que souvent, je n'accorde pas beaucoup d'intérêt ou d'importance à la réponse aux questions qui sont posées parce qu'il y en a tellement. Mais nous avons choisi de revenir sur un certain nombre de problèmes en ayant la thématique suivante, la nécessaire et indispensable clarification. Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels nous souhaitons revenir et il est bon qu'il y ait la clarification là-dessus. Le premier problème sur lequel nous voulons revenir, qui nous préoccupe énormément au niveau du Parti social-démocrate congolais, c'est les menaces, les intimidations, les tracasseries que vivent les militants, notamment les jeunes du Parti social-démocrate congolais. Assez souvent, ils sont interpellés dans les commissariats, ils sont interrogés, ils sont présentés comme des bandits, de sorte qu'ils constatent
que lorsqu'ils sont présentés comme membres du PCT, bon, ils sont sérieux, mais quand ils sont présentés comme appartenant au PSDC ou à un autre parti de l'opposition, ce sont des bandits accusés souvent de vouloir préparer un soulèvement, etc. Et ça contredit ce que le ministre Thierry Mungala a déclaré dans sa tournée médiatique lorsqu'il a dit que la loi était respectée, notamment l'article 25 de la Constitution qui garantit la liberté d'expression, ou bien l'article 27 de la Constitution qui garantit la liberté de réunion, d'association, de manifestation, de cortège. Ce n'est pas en réalité ce que nous vivons. D'ailleurs, ceux qui ont vécu la journée du 10 juillet à Brazzaville, ils ont vu, je ne sais pas, mais par rapport certainement à l'annonce qui était passée sur les réseaux sociaux de l'éventualité d'une marche, que la ville était pratiquement occupée par les engins, etc. Ce qui fait que la possibilité de manifester est souvent comme aléatoire, sinon elle est interdite quand il ne s'agit pas d'une manifestation de soutien au parti au pouvoir ou bien au président de la République, etc. Ce qui est fortement regrettable. Alors, nous dénonçons cette pratique qui consiste à ce que nos militants soient convoqués dans les commissariats, qu'ils soient convoqués dans les postes de police. Ce n'est véritablement pas normal. Un d'ailleurs a vu un soir chez lui débarquer un taxi avec à l'intérieur quatre policiers, dont 2 bien habillés en cravate, etc., et 2 autres en civil mais armés, qui étaient venus à sa recherche. Ils l'ont manqué, mais ils lui ont demandé de passer le lendemain au commissariat. Mais quand il est parti au commissariat, tout ce qu'il a entendu, c'est des critiques, c'est des remontrances sur le fait que c'était un bandit, qu'il voulait soulever la population, etc. Mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Et on revient à se poser la question. La force publique est-elle apolitique, oui ou non? Doit-elle protéger tous les Congolais, oui ou non? Ou c'est elle qui crée l'insécurité? Maintenant, après cet épisode, un jour, il est surpris dans la rue d'être intercepté par un policier en civil qui l'a pris et qui l'a amené au commissariat de la Coupole. Et quand il l'amène là-bas, il le conduit directement dans une cellule sans qu'il ne soit enregistré. Heureusement qu'il avait avisé une de ses connaissances qu'il a suivies là-bas. Et quand on a fouillé, d'abord on était surpris qu'il n'ait pas été enregistré. Il n'a pas été entendu. Et on l'a conduit direct. Alors on s'est posé la question. Si on comprend bien, il y a beaucoup de jeunes qui disparaissent comme ça dans la ville et ce n'est pas du tout acceptable. Donc, il faut que la force publique essaye, sinon prenne des dispositions pour que tout ce qui se fasse conformément à la loi. Il faut qu'elle prenne les dispositions pour qu'elle soit apolitique. La force publique ne doit pas s'arranger derrière le pouvoir en place. Elle est à la disposition de tout le monde, que ce soit le pouvoir en place ou l'opposition. Et il n'y a aucune raison contraire que comme en 2015, comme en 2016, les jeunes opposants, parce qu'assez souvent ils sont l'objet d'enlèvements nocturnes, il y en a qui disparaissent, qu'on ne retrouve plus jamais. Il faut, à notre avis, que cette situation change et que ça soit, que l'on en parle pratiquement. Maintenant, le deuxième point que nous allons aborder, c'est le point du changement de constitution. Nous l'évoquons pourquoi? Mais nous l'évoquons parce que le jeune et très populaire président africain Ibrahim Traoré a, dans ce cadre, adressé un message au chef de l'État. Et ça nous a fait penser un peu à notre histoire dans ce qui concerne le changement de constitution. Et nous voulons rappeler que le changement de constitution en 2015 au Congo s'est opéré dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Pierre Ngolo, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi voulez-vous changer la Constitution afin que le président Sassou Nguesso puisse solliciter un 3e mandat l'année prochaine? Je dis le problème n'est pas le problème de Denis Sassou Nguesso. Le problème, c'est le problème de la démocratie congolaise qu'il faut consolider. Et ceci appelle un changement de constitution. Malheureusement, tous ceux qui réagissent ne posent le problème que par rapport à Denis Sassou Nguesso. Mais on le redoute tant, parce qu'il est le meilleur de tous. Mais être meilleur n'est pas une faute. Vous estimez que le président sortant est le meilleur de vos candidats pour l'année prochaine? Mais pourquoi cet acharnement, si on ne le redoutait pas, si on n'avait pas conscience de ce qu'il est le plus fort de tous ceux qui sont là?
Alors, vous dites que le changement constitutionnel doit se faire par consensus, mais il manquait beaucoup de monde lors du dialogue national de Sibiti le mois dernier. Sibiti a été un grand moment de mobilisation. On avait là-bas la majorité présidentielle, l'opposition dans sa plus grande partie. Même le MCDD dont vous avez parlé, le MCDD était à Sibiti. Et on avait là-bas tous les partis du centre. Mais Pierre Ngolo, quand il manque à ce type de dialogue des personnalités comme Mathias Dzon de l'UPRN, Guy Brice Parfait-Kolela du MCDDI, Satima Biala de l'UPADS, est-ce qu'on peut parler de consensus? Je ne sais pas. Moi, je dis la chose suivante, qu'à Sibiti, il y a eu consensus. Et je dis qu'il y a quelques personnalités que vous citez, qui de point certain temps, font preuve d'un radicalisme excessif et qui refusent toute offre de dialogue. Et c'est pas eux l'essentiel de la classe politique congolaise. C'est pas eux. Vous parlez de M. Jean Mathias, qui est ton frère, que je connais bien, que je respecte. Bon, je sais la dimension que vous lui donnez. Mais sur place, quelle est sa dimension réelle? Et on peut comme ça multiplier les exemples. Pierre Ngolo, il y a même des ministres comme Guy Brice Parfait-Kolela qui sont hostiles à ce changement de constitution, ce qui veut dire qu'au sein du gouvernement, il n'y a même pas de consensus aujourd'hui. Écoutez, c'est tout à fait normal qu'il y ait divergence d'opinion. Mais le plus important n'est pas cela. Le plus important, c'est quelle est la tendance majoritaire. Si c'est un des membres du gouvernement qui disent non, est-ce pour autant qu'on peut dire qu'il n'y a pas de consensus? Mais comment pouvez-vous parler de consensus dans le pays s'il n'y a même pas de consensus dans le gouvernement? Mais est-ce que consensus veut dire unanimité absolue? Je ne pense pas. Je dis que dans le pays, il y a consensus. À preuve, nous étions à Sibiti. Et je dis à Sibiti, c'était l'essentiel de la classe politique congolaise. Il y a 10 mois, les partisans de Blaise Compaoré disaient qu'il y avait consensus au Burkina pour la réforme constitutionnelle. On a vu le résultat, la rue a fait tomber le régime. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il arrive la même chose à Brazzaville? Mais il n'y a pas de raison. Avant Sibiti, il y a eu beaucoup de contacts. Il y a eu l'étape des consultations présidentielles. Et ça n'a rien à voir avec la démarche du Burkina, ça n'a rien à voir. Au Burkina, c'était nous voulons de ceci. Et nous y allons, peu importe. Ce n'est pas la logique du Congo. Alors vous vous appuyez sur ce dialogue national de Sibiti, mais vous ne dites pas un mot sur le dialogue alternatif qui a eu lieu 2 semaines plus tard à Brazzaville et qui, au contraire, a dénoncé ce projet de changement de constitution en le qualifiant de coup d'État constitutionnel. Je pense qu'il y a là à deux de langage. Ils ont dialogué avec qui? Avec le gouvernement? Avec la majorité? Quels étaient les contradicteurs? Il s'agit là de l'opposition radicale. Ils se retrouvent entre eux, c'est un véritable monologue. Dans ce dialogue alternatif de Brazzaville, il y avait tout de même un ministre en exercice, Parfait-Kolela, un ancien ministre de la Défense, Bowao, et un de vos camarades du PCT, Okombi Salissa. Mais tout ce que vous citez là, ce sont ceux qui disent non au changement de la Constitution. Vous n'avez personne investi par le Parti congolais du travail qui était là-bas. Nous étions en bureau politique du Parti congolais du travail. C'est la question. Le camarade que vous citez, le camarade Charles Bravo, était le seul en bureau politique à avoir une opinion contraire. Que répondez-vous à ceux qui disent que la constitution actuelle, la constitution de 2002, a amené la paix au Congo et qu'en voulant changer de constitution, on va amener une crise là où il n'y en a pas? Mais la constitution du 20 janvier a amené la paix au Congo parce que jusque-là, on a la tête de la République, Denis Sassou Nguesso. Que répondez-vous à Barack Obama quand il dit « La démocratie est en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat ». Bien, mais c'est une position de principe. Mais il n'y a pas de démocratie sans peuple. Les dirigeants le sont du fait de la volonté du peuple. Donc, quand Barack Obama dit « Personne ne devrait être président à vie », vous n'êtes pas d'accord avec lui? Mais est-ce que la présidence à vie, c'est une simple volonté du dirigeant? Si d'aventure un peuple pense que le dirigeant qu'il a, c'est celui qui mérite pour l'instant, il n'y a personne pour dénier au peuple ce droit et cette prérogative. Mais quand Blaise Compaoré voulait modifier la Constitution pour rester au pouvoir, il disait lui aussi qu'il ne faisait que suivre la volonté du peuple. Mais je vous ai dit que c'est deux cas différents. Le parallélisme que vous faites entre le Burkina et le Congo procède de la non prise en compte de ce qu'il y a une vingtaine d'années, le Congo a vécu avec douleur. Vous pensez à la guerre civile de 1997? Il faut faire que demain, le Congo ne revive pas ce qu'il a déjà vécu et qui reste gravé dans la mémoire des Congolais. Enfrad, bonjour, rebonjour. On va passer avec vous sur la revue de presse internationale et on la commence, cette revue de presse au Congo, où le président Denis Sassou Nguesso annonce vouloir soumettre au référendum une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution est susceptible de
lui permettre de rester au pouvoir. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, a-t-il déclaré mardi. Ce sont des propos repris intégralement ce matin par The Mail and Guardian d'Afrique du Sud qui rappelle que le président congolais, 72 ans, a dirigé le pays de 1979 jusqu'en 1992 avant de revenir au pouvoir 5 ans plus tard, en 1997, à l'issue d'une guerre civile. Frappé à présent par la limite d'âge et l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats qui est prévue par la Constitution, il ne peut théoriquement pas se représenter à la prochaine présidentielle, prévue l'année prochaine, d'où la proposition donc de changer la Constitution. La Croix évoque des manœuvres pour garder le pouvoir que dénonce notamment l'opposant Jean Mercœur du collectif Tournons la page. Il n'a jamais été question pour Sassou Nguesso de quitter le pouvoir. Il va donc le garder en renversant la constitution de son pays. Autrement dit, il prépare un coup d'État constitutionnel. Violation flagrante de l'acte constitutif de l'Union africaine, en violation flagrante de la charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et ce n'est pas du tout acceptable. Et vous savez, pour ce qui est de ce changement de constitution, que le bilan était très lourd, notamment parmi les jeunes militants de l'opposition, tant en perte de vies humaines, qu'en termes de blessures, qu'en termes d'arrestations, etc. Et que nous ne souhaitons pratiquement plus vivre cette expérience. Et nous en avons été préoccupés parce que lorsque le débat a pris corps sur ce sujet, on a constaté qu'effectivement, il s'était agi de changements anticonstitutionnels de gouvernement qui n'étaient pas autorisés au niveau de l'Union africaine et au niveau qui n'était pas autorisé au niveau de l'Union africaine et d'autres instances au niveau africain. La deuxième information que nous allons donner concerne le changement de constitution. En nous appuyant sur le message fort que le jeune président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a envoyé aux différents chefs d'État africains. Ça nous a permis de nous rappeler l'expérience du Congo. Parce qu'il faut rappeler que le changement de constitution en 2015 s'est opéré en violation flagrante des lois et règlements de la République et en violation flagrante de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et en violation flagrante de l'acte constitutif de l'Union africaine. Et je crois qu'en ce qui concerne le Congo, il faut le dire, c'est une époque qui a une époque qui a été très sombre, avec un bilan extrêmement lourd en termes de perte de vies humaines, en termes d'arrestation, d'enlèvement des jeunes, de disparition des jeunes et d'autres faits. Et c'est véritablement dommage. Mais nous y revenons parce que nous avons cru avancer sur ce problème avec la déclaration qui a été faite par le président guinéen, le président Mamadi Doumbouya, lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, lorsqu'il a déclaré que le vrai putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour déposer un pouvoir, que les vrais putschistes les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation de la part de la communauté internationale, mais ce sont ceux qui tripatouillent la Constitution pour demeurer éternellement au pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage, abordant ce problème, d'avoir retrouvé un audio dans lequel le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso lance un message, envoie un message aux différents chefs d'État que je vais me permettre de vous lire pour que je ne déforme pas sa pensée. Il dit ceci: je m'adresse aux chefs d'État africains, à ceux qui pensent que le pouvoir est un trône sacré, transmis de père en fils, à ceux qui modifient les constitutions au gré de leur volonté, qui manipulent les lois pour rester accrochés à un fauteuil devenu leur obsession. Camarades, l'Afrique ne veut plus de roi camouflé en président. La jeunesse africaine ne se laisse plus endormir par les discours, ni effrayée par les matraques. Elle veut du changement. Je dis bien, elle veut du changement. Pas des promesses recyclées. Le pouvoir n'est pas un héritage. C'est une responsabilité. Il ne doit pas être confisqué
par une famille ou par un clan. Et je suis très heureux que c'est le très jeune président Ibrahim Traoré qui envoie ce message aux autres chefs d'État qui, dans la plupart des cas, sont plus vieux que lui et connaissent la réalité des choses. Et c'est pour dire qu'en réalité, avec le recul dans le temps, ça n'a pas été une bonne chose qu'on ait changé de constitution pour conserver et se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Et je crois que les Congolais devront en tirer la leçon pour que cela ne puisse plus se reproduire. Maintenant, le troisième point que je vais aborder, et il est très important, c'est de dire, et ça ne va pas vous surprendre, le pays va mal, très mal. Nous avons frémi en mars 2024, lorsque le président Denis Sassou Nguesso a annoncé au niveau du Conseil supérieur de la magistrature que le verre est dans le fou. Il est effectivement dans le fou. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Les Congolais avaient compris que le président Sassou avait fait le bilan de ses nombreuses années à la tête du pays. Mais aujourd'hui, c'est une autre voie que nous avons écoutée, que nous avons suivie. Il s'agit du nouveau ministre des Finances, Christian Yoka, qui, devant les douaniers, à Pointe-Noire, a déclaré et a reconnu que le Congo est véritablement dans une grave crise. Et il a reconnu que payer les salaires chaque mois, c'est un véritable casse-tête. Honorer nos engagements internationaux, c'est un véritable casse-tête. Mais là, le président, le ministre Christian Yoka n'a parlé que des fonctionnaires. Il devrait ajouter à ça la situation des retraités, la situation des étudiants. Il devrait ajouter à ça la situation des personnels de plusieurs structures qui ont parfois aujourd'hui, comme à la Sopeco, 56 mois d'arriérés de salaire, comme à la mairie de Nkayi, où semble-t-il il y a près de 70 mois d'arriérés de salaire, etc. Et il vient dire que la situation est difficile, s'adressant aux douaniers. Et il leur conseille, il les appelle à une grande prise de conscience. Et c'est là où je me suis posé des questions. Ce sont ces douaniers qui doivent prendre conscience, ou bien les gouvernants congolais. Et pourquoi je le dis? Parce qu'on a tendance à se tourner. Mais le problème qui se pose au niveau des douanes, comme au niveau des impôts, comme dans la société congolaise, mais c'est un problème de corruption. Le président Denis Sassou Nguesso, dans son discours d'investiture en 2009, il a dit « Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est hélas pas exempt de corruption, de détournement de deniers publics, de fraude, de concussion et autres. » Et il a dit « Ici, ce sont des gouvernants qui sont interpellés. » Il y a combien de gouvernements qui ont été mis en cause? Mais le ministre Yoka doit connaître ces dossiers. Il est maintenant au ministère des Finances, il doit connaître ces dossiers. Les excédents budgétaires estimés à près de 14 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, le parent, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voulez que ce soit un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Les malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture. Sous lui, il vient d'arriver. Il peut expliquer aux Congolais comment Dongou Zidane est sorti du pays au moment où il y avait un mandat d'arrêt international qui avait été émis contre lui. Il peut expliquer comment Moya Gertrude Stéphanie, pendant qu'il y a des pères de famille qui n'arrivent pas à boucler, qui n'arrivent pas à manger, tout ça, comment elle peut être tranquille chez elle et essayer d'avancer? Non, il ne faut pas, à mon avis. C'est vrai, mais la douane n'aura des performances
que lorsque les gouvernants de ce pays auront décidé de lutter efficacement contre la corruption, contre les détournements de fonds, et qu'il n'y aura pas de problème de clan, de famille, qu'on ne nomme pas des postes clés des parents, puis après, ils peuvent tout se permettre et on est dans l'impunité totale, etc. Et moi, j'ai regretté que lorsque le ministre Christian Yoka a abordé ces problèmes devant les douaniers, il interpelle la conscience des douaniers, c'est vrai. Mais le vrai problème au Congo, c'est pas les douaniers, c'est les gouvernants, à commencer par le président de la République. Parce que ce sont eux qui ont choisi de protéger les responsables des scandales de crimes économiques et financiers. Et lorsque le ministre Yoka a avancé dans son propos, mais moi je pensais qu'il allait faire des propositions. Parmi les propositions, il ne faut pas attendre la loi des finances et tout ça. Parmi les propositions qui peuvent être faites, il faut réduire les salaires des ministres. Le président sénégalais gagne 4 800 000 francs CFA. Le premier ministre sénégalais gagne 4 300 000. Pourquoi les salaires des ministres, des responsables des institutions ne seraient pas réduits dans cet ordre? C'est-à-dire qu'un ministre gagnerait par exemple 4 millions, un ministre d'État gagnerait 4 millions, un ministre 3 500 000. En quoi? Alors vous faites souffrir le reste de la population, et quand on vous parle de réduction des trains de vie, c'est bien d'aller se plaindre devant les douaniers, mais c'est mieux de regarder là où le vrai problème se pose, au niveau des gouvernants. Les dossiers sont nombreux. Le ministre Yoka les connaît. Comment expliquer aux Congolais que si les Congolais puissent détenir 5 500 milliards dans les paradis fiscaux, et ils sont tranquilles. Ils achètent des parcelles à travers toutes les villes, ils construisent des maisons à Pointe-Noire, à Brest. Il suffit de voyager pour se rendre compte que ce qui se passe au Congo est vraiment inacceptable. Pourquoi a-t-on choisi de faire souffrir les populations de ce point? Alors c'est pour ça que j'ai dit au ministre Yoka, c'est bien de s'adresser aux douaniers, c'est bien de s'adresser au trésor, c'est bien de s'adresser. Mais c'est mieux de se lever pour traquer les responsables des scandales de crimes économiques et financiers. Ils sont connus. C'est mieux de se lever pour lutter et arrêter les détournements de deniers publics. Là aussi, les gens sont connus. Le président de la République a annoncé, lors de son message sur l'état de la nation de 2024, le 28 novembre, mais il a parlé de quelque chose qui a surpris les Congolais, que pour les bourses, on n'avait besoin que de 3 milliards pour payer les bourses d'une année. Mais les services en exigeaient 9, un différentiel de 6 milliards qui, dit-on, disparaissait sans jamais laisser de traces. Est-ce que c'est sérieux? Bon, le Premier ministre, quelques jours après, avec son porte-parole, ils ont parlé d'une enquête administrative. Depuis novembre, où on en est avec l'enquête administrative. Et ils ne voient pas comment les Congolais souffrent. Et ils vont toujours venir raconter aux gens. Donc là aussi, il y a des choses pratiques. Il faut un courage et une volonté politique pour qu'on essaie d'avancer. Et on ne peut pas continuer à tolérer ce qui se passe maintenant. L'image du Congo, elle est terrible maintenant. On est classé, même si les gouvernants essaient d'expliquer à travers les travers, Baban, tout ça. Ils ont voulu se cacher en disant qu'il ne s'agissait de l'expiration des délais au niveau des visas. Non. La situation du Congo, l'image du Congo, avec des valises contenant des millions de dollars qui se retrouvent à Beyrouth, au Liban, avec de la drogue qu'on trouve au beach de Gobilag à Kinshasa, avec les passeports qui sont distribués à travers le monde, n'importe où et n'importe comment. Non, faut qu'on soit sérieux. L'image du Congo est tellement ternie que les responsables, que les gouvernants devraient en prendre conscience. On peut même dire que trop, c'est trop. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain au cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées
Et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. Et le ministre Christian Yokai vient d'arriver. Il dit que payer les salaires, c'est un casse-tête. Qu'honorer les engagements internationaux, c'est un casse-tête. Mais essayer de comprendre et de faire comprendre aux Congolais comment on est arrivé à ce niveau de dette. Lorsqu'en 2010, en atteignant le point d'achèvement de l'initiative du PPT, notre dette était ramenée pratiquement à 1565 milliards de francs CFA. Comment elle se situe maintenant à 8500 milliards de francs CFA. Donc, il y a vraiment beaucoup de préoccupations. Et moi, je suis préoccupé quand je vois le ministre Yoka le dire, mais la responsabilité, c'est pas d'abord au niveau des impôts, c'est pas d'abord au niveau des douanes, c'est d'abord au niveau gouvernemental. Vous voyez le nom, le ministre Yoka ne le sait peut-être pas ou bien il n'a pas la force d'aborder ce problème. Vous voyez le nombre de ministres de Colonel Makosso qui sont impliqués dans les scandales économiques. Les FIGA, je suis sûr que même dans l'affaire des bourses, ils y sont. Les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture, la disparition de 14 000 milliards. Mais le ministre Yoka, s'il veut aider les Congolais, il faut qu'il prenne en charge ces dossiers. Et il faut que les voleurs, où qu'ils soient traqués et qu'on essaye d'avancer pour que l'on aille de l'avant. Donc voilà, sur ce point. Mais là aussi, je dois dire au gouverneur de ce pays, notamment au président de la République, le constat là n'est pas fait par l'opposition radicale, que vous qualifiez de radicale. Elle est faite par un membre du gouvernement, de surcroît ministre des Finances, donc qui est chargé. Et je rappelle au ministre des Finances que nous, les retraités, nous avons déjà 41 mois d'arriérés de pension. Nous avons touché notre pension de mars, le 23 avril. On a touché celle d'avril, le 23 mai. Et c'est maintenant là que nous touchons celle de juin, je crois. Mais non, celle de mai. Mais il faut que les choses se rattrapent parce que nous ne voulons plus continuer. Déjà, quand nous la touchons, puisque nous ne touchons pour la plupart que la moitié de cette pension, nous n'arrivons pas à joindre les 2 bouts du mois. Donc, c'est au gouvernement d'assumer ses responsabilités. Les théories du Premier ministre, il n'y a pas d'argent, etc. Mais l'argent, vous l'avez volé. Il faut le restituer. Il faut avoir le courage de le restituer. Mais ayez au moins déjà le courage de réduire les trains de vie de l'État en touchant à vos salaires, en réduisant les effectifs et en faisant un certain nombre de choses. Je crois que ça nous ferait gagner déjà beaucoup de choses. Maintenant, le point suivant sur lequel nous allons arriver, parce qu'on a beaucoup interpellé sur cette question. La question, c'est laquelle? Lorsque je dis que le PCT n'est pas en conformité avec la loi, lorsque je dis que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle, je reçois des messages où on me dit, mais le président de la République occupe ce poste à titre honorifique. Et moi, j'ai ici, regardez bien, j'ai ici les statuts du Parti congolais du travail. Et quand je lis l'article, je crois, je lis l'article 37, quand je lis l'article 37, il est dit ceci. Le président du parti est le président du comité central. En quoi c'est honorifique? En quoi c'est honorifique? Et l'article, ça c'est l'article 37. L'article 38 de ce statut dit le comité central est l'organe dirigeant du parti dans l'intervalle des congrès. Mais en quoi? Pourquoi venir nous divertir en disant que c'est honorifique? Ensuite, quand je prends le règlement intérieur du Parti congolais du travail, j'ai le règlement intérieur. Je prends l'article 11 de ce règlement intérieur. Il dit quoi? En cas de vacance de poste du président du parti, président du comité central du PCT, pour quelque cause que ce soit, son intérim est assuré par le secrétaire général du comité central du PCT. Les choses sont claires. Mais on continue. Dans ce cas, le comité central du Parti congolais du travail
se réunit dans un délai de 90 jours après constat de vacances par le bureau politique du comité central du Parti congolais du travail pour convoquer un congrès extraordinaire afin d'élire un nouveau président du parti, président du comité central. Les Congolais ont entendu qu'on a déclaré la vacance de la présidence du parti au niveau du PCT. Non, c'est faux. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on continue à nous divertir de ce point de vue. J'ai dans cette coupure de presse de la semaine africaine, je crois, mais les orientations que le président Denis Sassou Nguesso, en tant que président du comité central du parti, avait donné au Congrès lors du 6e congrès extraordinaire. J'ai ici le message, c'est une belle brochure, le message du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du parti, à l'ouverture du 7. Ça s'est passé en décembre 2019. J'ai ici une lettre du président du comité central du Parti congolais du travail. Objet, félicitations du secrétaire général du Parti communiste chinois à la suite de sa brillante élection. La lettre est du 26 octobre 2022 et c'est signé. Vous reconnaissez la signature. C'est signé Denis Sassou Nguesso. Mais il joue pleinement son rôle. Il est véritablement président du comité central et président du parti. Il ne faut pas nous divertir. Dans tous les cas, les choses sont claires, les preuves sont là. J'aurais pu présenter une autre lettre, celle que le secrétaire général du PCT a envoyée au secrétaire général de l'African National Congress de l'Afrique du Sud. Mais là-dedans, il parle bien du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État. Dans tous les cas, quand ils font leur meeting, etc., ils ne se gênent pas de clamer haut et fort que c'est le président du comité central du Parti congolais du travail. Donc, qu'on ne vienne pas nous divertir, les choses sont claires. Donc, je dis aux téléspectateurs, je dis aux Congolais, ceux qui veulent vous divertir, c'est parce que, en nous ayant sanctionnés, ils se rendent compte que le PCT n'est pas en conformité avec la loi et on veut divertir les Congolais. Mais les Congolais savent que le PCT n'est pas en conformité avec la loi et que le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Maintenant, pour la clarification, le dernier point que je vais évoquer, c'est là que beaucoup de Congolais m'attendent parce que il y a beaucoup de questions qui sont posées sur le parti, sur le PSDC, le Parti social-démocrate congolais, après cette mesure qui a été annoncée, etc. Mais je crois que c'est une épreuve que nous devons traverser et que nous devons surmonter. Mais nous allons la surmonter. D'abord, je commence par remercier les frères, les Congolais qui ont voulu me faire parvenir un message de soutien et qui ont décidé de prendre les décisions, soit pour adhérer au parti, soit pour constituer des comités de soutien. Je crois que ça, ce n'est pas interdit parce que je suis un citoyen congolais et je crois que pour ceux qui peuvent me suivre dans les idées que je défends, dans ce que je fais, je serai bien volontiers d'être en contact avec eux, de discuter avec eux. Je crois que ce n'est pas interdit, même si beaucoup de Congolais ont vu à travers ce que le parti a subi. En fait, une démarche comme pour aller à l'arrestation de Mirassa, sinon pour aller à rechercher sa mort. Mais je n'en suis pas. Je n'en suis pas. Et je dis aux Congolais qui veulent, où qu'ils soient dans la diaspora, qu'ils soient sur le territoire national, s'ils veulent adhérer au parti, il n'y a aucun problème. S'ils veulent constituer des comités de soutien, je crois qu'il y a également, il n'y a pas de problème. Mais je tiens à les remercier. Et je vous remercie pour tous les messages de soutien que vous m'avez amenés. Maintenant, quand je prends le texte qui a été pris, il est là l'arrêté du ministre. Bon, ça donne, il y a beaucoup d'interprétations. Arrêté numéro 1726/MID-CAB portant publication de la liste des partis politiques pour l'année 2025. Beaucoup de Congolais sont surpris. Le Parti social-démocrate congolais a été créé et a pris part à la conférence nationale. Voilà son récépissé. Ça veut dire que ce parti est reconnu par l'État.
Et assez souvent, nous avons écrit au ministre de l'Intérieur pour marquer notre surprise. Parce qu'il y a la notion, sauf si je me trompe, il y a la notion de la continuité de l'État. Mais il y a surtout quelque chose qui est fort et qui est retenu au niveau du droit. Je ne suis pas juriste, mais il semble qu'il ait dit que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Alors moi, j'ai un récépissé. Alors j'ai compris que finalement au Congo, il y a une procédure qui fait que chaque année, le ministre se fait, mais que vous avez découvert, je vous prends déjà le texte qui a été pris en 2018, il y avait 55 partis. Mais figurez-vous, je dis aux Congolais, j'ai fait une analyse de la situation en 2018. Et je suis sûr que si on fait la même analyse, on va retrouver la même chose. Alors, quand j'ai fait l'analyse, je suis arrivé à ce tableau que je vais essayer de vous commenter. Le ministère de l'Intérieur avait reconnu 55 partis. Et nous avons lancé une enquête sur l'ensemble du territoire national pour voir effectivement si ce qui avait été dit par le ministère de l'Intérieur correspondait à la réalité. Qu'est-ce que nous avons découvert? Comme nous n'avons pas fait l'enquête à Brazzaville, en supposant que les partis qui avaient été retenus avaient au moins siège à Brazzaville, mais nous avons retenu dans tous les autres départements, Pointe-Noire, Kwilu, Niari, Bwenza, que sur les 55 partis, il n'y en avait que 34 qui avaient au moins siège dans un département. Je dis bien, sur les 55 partis, il n'y avait que 34 qui avaient au moins un siège dans un département. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait 21 partis qui n'avaient pas du tout de siège. Ils en avaient peut-être à Brazzaville, puisque notre enquête ne s'était pas intéressée à Brazzaville, mais à l'intérieur du pays, sur les 55 partis, il y en avait 21 qui n'avaient aucun siège. Vous voyez bien. Et quand je regarde ce tableau, pour vous donner un certain nombre d'informations, je le dis parce que ce document, je l'avais adressé au ministère de l'Intérieur et je n'ai jamais reçu de réaction ni de réponse. Quand je regarde sur le fond, dans la Likwala, il y avait six partis qui avaient un siège. Dans la Sanga, il y en avait 6. Dans la cuvette ouest, il y en avait 5. Dans la cuvette, il y en avait 2. Dans les plateaux, il y en avait 8. Dans le Poul, il y en avait 9. Dans la Lekumu, il y en avait 15. Dans la Bwenza, il y en avait 19. Dans le Niari, il y en avait 18. Et Pointe-Noire, Kwilu, il y en avait 28. Donc, vous voyez que déjà, quand je prends le cas de la liste qui a été publiée en 2018, il est faux de dire que ces partis sont conformes à la loi. Et je souhaite, au niveau du débat où nous sommes arrivés, mais que le ministère de l'Intérieur nous publie ces tableaux. Il suffit qu'ils appellent les préfets dans tous les départements pour que nous ayons ça. Sauf que sur le terrain, ça peut être prouvé. Parce qu'au-delà de ce tableau, il faut annexer un document qui permet à chaque Congolais qui le veut de savoir où est-ce que le siège de chaque parti a son siège dans tous les départements. Alors, vous voyez bien que lorsqu'on est là, nous avons déjà dit que nous avons les preuves que cette administration n'est pas neutre, qu'elle a un côté partisan et qu'il y a un certain nombre de partis qui font allégeance. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le conseil politique du président de la République, Rodrigue Malanda, je crois, qui l'a dit à quelques responsables du Sénat qui avaient eu la gentillesse de publier ça sur les réseaux, en disant qu'il y avait des partis qui émergeaient au niveau du pouvoir et que ceux qui ne se tiendraient pas à carreau, ils seraient dénoncés. Et je me rappelle d'ailleurs, puisque je peux retrouver la communication que M. Mayala Rodriguez, qui est le secrétaire général adjoint du Sénat, avait faite à ce propos. Mais il épinglait le pasteur Ntoumi en disant qu'il ne faut pas qu'il soit candidat. Parce que le jour où il annonce sa candidature, nous allons descendre pour expliquer le traitement qu'il bénéficie. Mais il faut que la présidence, les conseillers, etc., qu'ils expliquent toutes ces choses-là. Qu'ils expliquent toutes ces choses-là.
Alors, quand je reçois les militants qui sont comme préoccupés, je vais leur montrer une dernière pièce. Ça, c'est une des lettres que j'ai adressées au ministre de l'Intérieur. C'était le 31 janvier 2024 à Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, objet recours gracieux aux fins de rétablissement du Parti social-démocrate congolais dans ses droits. Bon, c'est le Premier ministre Anatole Colonel Makosso qui dit que l'administration s'est écrite, mais ce genre de lettre, je n'ai jamais reçu de réponse. Et vous avez ici le visa où le ministère de l'Intérieur a accusé réception. Alors, quand je regarde ce problème et que je vois ce qui se passe, je dis tout simplement aux gouvernants, c'est pas le bon choix que vous faites. C'est pas le bon choix que vous faites. Et je dis aux militants, aux sympathisants et à ceux qui nous suivent que le problème, en fait, c'est Mirassa qui est un problème. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Mirassa a été arrêté en 90 et présenté comme le cerveau penseur d'un coup d'État. Je n'ai jamais vu l'arme qui allait servir à ce coup d'État. Je n'ai jamais vu les militaires. Comme moi, je ne suis pas militaire, comment j'allais faire d'un coup d'État sans militaire et sans armes? Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le 4 novembre 2014, mais j'ai été attaqué chez moi avec un groupe, des éléments du Bessir, des éléments du GRB, mais qui sont venus pour me tuer, qui ont saccagé chez moi, qui ont pillé ma maison. Et je crois que comme je suis républicain démocrate, j'ai porté plainte. Au niveau de la justice, on a pris une ordonnance de non-lieu. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. J'ai fait appel et depuis, ça n'a jamais avancé. Ça n'a jamais avancé. En 2021, lorsque mon frère et ami Alex Nzabana est arrêté, qui est connu dans le milieu des ONG des droits de l'homme, quand il est arrêté, il en sort et en 2023, il fait une cassette, il fait une vidéo avec Christian Perrin. Qu'est-ce qu'il révèle? Mais il révèle que pendant qu'il était là-bas, on lui a demandé, mais de citer des noms. Et parmi les noms qu'on lui a demandé de citer, il y avait Jean-Marie Michel Mokoko, Paulin Makaya, Joe Washington Ebina, le colonel Moussunda, et Clément Mirassa, et bien d'autres. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Niveau 1. La dictature militaire douce. L'armée contrôle le gouvernement, mais laisse quelques dirigeants civils en place pour donner l'illusion d'une démocratie. En réalité, les généraux détiennent le véritable pouvoir, décidant des politiques et de la sécurité nationale. Les lois existent, mais peuvent être ignorées à tout moment si l'armée perçoit une menace. Les tribunaux ne sont pas indépendants et servent souvent les intérêts militaires. Les citoyens ont des droits limités. Ils peuvent travailler et voyager, mais critiquer l'armée peut mener à une arrestation ou un assassinat. Niveau 2. La dictature électorale. Le dirigeant détient un contrôle absolu sur les élections, garantissant qu'il gagne toujours. Les lois existent, mais elles ne servent qu'à maintenir le parti au pouvoir. Les citoyens ont théoriquement des droits, comme la liberté d'expression ou de manifestation, mais les exercer peut mener à des intimidations, des arrestations, voire la mort. Les partis d'opposition existent, mais ils sont impuissants et ne servent qu'à donner l'illusion d'une démocratie. Niveau 3. La dictature à parti unique. Le parti au pouvoir contrôle totalement la politique et aucune opposition n'est autorisée. Le dirigeant décide des politiques, de l'économie et des relations internationales sans contestation. Le gouvernement contrôle toutes les grandes institutions, de l'éducation à la police, garantissant qu'aucun rival ne puisse émerger. Les citoyens peuvent travailler, aller à l'école et mener une vie normale, mais ils n'ont aucune liberté politique et risquent de lourdes sanctions s'ils critiquent le gouvernement. Niveau 4. Le dictateur populiste. Ça commence avec des promesses de justice, d'égalité et d'une vie meilleure pour tous. Le dirigeant prend de plus en plus de pouvoir, contrôle les médias et réduit l'opposition au silence. La corruption se répand à mesure que le leader remplace les fonctionnaires par des loyalistes. La propagande d'État convainc la population que seul le leader peut sauver le pays. Ensuite, l'effondrement économique et les pénuries alimentaires commencent, mais le gouvernement rejette la faute sur des ennemis extérieurs. 5. La dictature théocratique. Les dirigeants religieux contrôlent le gouvernement, utilisant la foi comme justification de leur pouvoir. Le leader possède une autorité quasi divine et peut modifier les lois selon des doctrines religieuses. Le gouvernement impose des codes moraux stricts, punissant souvent les infractions mineures par l'humiliation publique, le fouet ou l'exécution. Les femmes et les minorités ont souvent moins de droits, et toute contestation des lois religieuses est réprimée avec une violence extrême. Exemple. Pourquoi on est toujours et toujours dans le complot? Est-ce que c'est Mirassa qui vous empêche de bien gérer le pays? C'est Mirassa qui vous empêche à voler? C'est Mirassa qui vous empêche de payer les retraités à temps? Quel est le problème fondamental?
Pourquoi? Et on apprend, non, Mirassa, il est sur une liste des gens qu'on va tuer. Mais on va me tuer pourquoi? Moi, je suis congolais. Je n'ai pas été volé. Je ne suis pas dans un crime de sang. Et vous voyez, un beau matin, on se réveille, les gens parlent de paix. Bon, on découvre que le colonel Atta a été assassiné. Et les armes sortent d'où? Non, ne faisons pas ça. En quoi Mirassa est un problème? Alors, il y en a qui disent, il ne s'est jamais fait élire le moins. C'est faux. Quand vous prenez la seule élection qui a été organisée de façon libre, transparente, etc., de 92, c'est vrai que je n'ai pas été élu député, mais nous avions plusieurs conseillers à Pointe-Noire, dans le Poul, dans les plateaux, etc. Vous pouvez vérifier. Mais depuis que les gens se permettent de dire, et ça, j'ai été à l'élection législative de 2012, et je sais ce qui a été dit. Vous me barrez la route. Qu'est-ce qu'on a dit? On ne veut pas de Mirassa dans notre assemblée. Parce que s'il vient, il va perturber les choses. Alors vous voulez que je sois élu comment? Non, c'est pas possible. Vous voulez d'une assemblée où vous nommez les gens, où il n'y a aucune protestation. C'est ça. Mais je ne suis pas dans ce rôle. Et je ne veux pas de ça. Vous pouvez prendre des textes, soi-disant pour que le Parti social-démocrate et ce Congolais ne fonctionne plus. Mais vous n'enlèverez pas ce qui est dans ma tête, sauf le jour où vous allez me tuer. Sauf le jour où vous allez me tuer. Mais vous ne m'enlèverez pas ce qui est dans ma tête. Et si vous m'empêchez de parler, si vous voulez m'empêcher en tant que responsable de parti, évidemment, je parlerai comme citoyen. Parce que ça aussi, vous ne pouvez pas me l'interdire. Alors, vous avez lamentablement échoué. Vous avez volé. Vous êtes dans les crimes de sang. On vous dit qu'il faut changer. J'espère que vous avez bien suivi le message du jeune président Ibrahim Traoré. Les choses aujourd'hui, on veut du changement. Alors, quand on veut rester 40 ans, 50 ans au pouvoir, tout en sachant qu'on a échoué. Et l'échec, c'est pas moi qui l'ai dit. Vos propres enfants déclarent dans les milieux qu'ils fréquentent que vous avez échoué. Ils ont peut-être honte de vous le dire, mais quand ils se retrouvent dans d'autres milieux, ils disent bien. Et nous avons les vidéos. Parfois, nous avons évoqué ça. Alors, c'est pour ça, chers téléspectateurs, je veux aller à la conclusion. Et je ne vais pas être long au niveau de la conclusion, parce que j'ai préparé un petit texte là-dessus. Je vais dire ceci. J'ai fortement retenu ce que le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso a dit lorsqu'il était au Sénat. Force doit être donnée à la loi. Et c'est pour ça que lorsque j'ai préparé la lettre ouverte, j'ai voulu absolument me repénétrer, voir ce qui est prévu dans le projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. J'ai voulu voir exactement qu'est-ce qui est proposé dans le programme d'action gouvernementale, où on parle de la restauration de l'autorité de l'État, que ça ne se négocie pas, etc. Mais pourquoi c'est paradoxal de ce qui se dit et ce qui se fait? Chers téléspectateurs, je voulais montrer Clément Mirassa à son récépissé. Mais la situation doit être comparée. Le PSDC n'est, dit-on, pas en conformité avec la loi. Et on l'aurait, dit-on, retiré de la liste. Je pose la question aux gouvernants. Que faisons-nous du PCT qui n'est pas en conformité avec la loi? Que faisons-nous du président de la République qui n'est pas en conformité avec la loi? Et je tiens à être clair sur la situation du président de la République. Il n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002. Donc en 2002, il a prêté serment pour respecter et faire respecter la Constitution. Il ne l'a pas fait. En 2009, il est revenu prêter serment pour respecter et faire respecter la Constitution. Il ne l'a pas fait. En 2016, il est revenu prêter serment. Et non, et là, on a une assemblée, on a un Sénat qui sont silencieux, qui sont soi-disant des contre-pouvoirs. Preuve de ce que c'est une question de système. C'est une question de système. Comment on fait? Alors, ceux qui veulent divertir en disant le poste de président du comité santé, d'abord c'est faux, et ensuite je les conseille parce que dans
la lettre ouverte que j'ai envoyée au président des deux chambres, j'ai annexé un dossier complet. Et là-dedans, vous avez 2 recours que j'ai introduits au niveau de la Cour constitutionnelle, notamment le premier recours qui était relatif à l'inconstitutionnalité de l'élection qui a permis la reconduction de M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait comme président du Parti congolais du travail. Quand vous lisez ce recours, c'est clair. Il est clairement établi que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et je sais que vous vous retrouvez devant un dilemme. Je sais que vous vous retrouvez devant un dilemme. Quand j'ajoute au-delà de ce que j'ai dit, que le président de la République depuis 2002 a violé le serment qu'il a prêté de respecter, de faire respecter la Constitution. Et je suis peiné quand je vois des cadres du PCT, etc., sortir pour dire publiquement qu'ils soutiennent la candidature du président Denis Sassou Nguesso. Je suis triste pour ce pays. Parce que dans beaucoup de pays, la procédure de destitution du président Sassou aurait déjà été entamée, rien que pour le motif de la violation du serment. Et ça, on prend ça à la légère. Et ça, souvent, on veut régler les problèmes par l'élimination des gens. Vous pouvez éliminer Miarassa, mais il a déjà fait tellement des émissions, Grand Anglais, etc., que au moins mes petits-fils et mes arrière-petits-fils pourront se référer, les Congolais de plusieurs générations pourront se référer à ces déclarations parce qu'elles existent, même si elles ne sont pas encore publiées dans un livre, mais dans les réseaux sociaux, tout ça, elles existent, elles connaissent. Alors c'est pour ça que je termine en disant aux téléspectateurs, ce n'est pas cette décision du gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso, sous la responsabilité du président de la République, qui me fera renoncer à mon combat. J'ai dit à mes militants, n'ayez pas peur. Moi, je poursuis le combat. Je le poursuis. N'ayez pas peur. Il faut que nous œuvrons pour la libération du Congo. Parce que ce pays a besoin d'être libéré. Les indicateurs sont là. Vous avez suivi, si vous avez suivi la vidéo du ministre Christian Yoka, mais il était pénal là-bas à l'AFD où il occupait de hautes fonctions, tout ça. Mais il est venu au Congo, il se rend compte que c'est la chaleur. Il n'arrive plus à payer les salaires. Ça veut dire que l'État est pratiquement en cessation de paiement. Et ce n'est pas facile pour un jeune cadre comme ça, un brillant cadre comme ça, qui va venir avec du temps. On a des sérieux problèmes. Alors, c'est pour ça que non seulement je dis que nous allons continuer le combat, mais je termine en disant que le président Sassou, en fait, il se trouve devant un dilemme. Il a violé la Constitution. Mais il faut lui rappeler qu'en 1992, dans un meeting où nous étions ensemble à l'opposition, l'IRD-PCT, il a déclaré que jamais, jamais, je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Et dans un message récent sur l'état de la nation, il a dit « Nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à faire le choix hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. » Le président Sassou se trouve devant un dilemme sur la base de ses propres déclarations. Et nous disons, président Sassou, la bonne route pour lui, pour les Congolais, pour les jeunes, pour l'avenir de ce pays, c'est de respecter la loi et de suivre de façon efficace ce qui a été écrit s'agissant de ce domaine dans le projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Parce que je l'ai repris dans la lettre ouverte, mais c'est très bien écrit. Et j'ai bien aimé ce que le vénérable président Ngolo a déclaré lors de la session de la séance de questions orales au gouvernement, à savoir que le Parlement prend des lois pour qu'elles soient exécutées et que le Parlement contrôle l'exécution de ces lois qu'il met à la disposition de l'exécutif.
et que l'application de la loi n'est pas discriminatoire. C'est sûr, c'est mon cher camarade que je dis. Arrêtons d'aller vers un nouveau coup d'État constitutionnel. Les Congolais en ont trop souffert, le Congo en a trop souffert. Faisons en sorte que nous respectons la loi, que nous veillons à la justice, que nous considérons que l'article 15 de la Constitution du 25 octobre 2015 est clair, à savoir que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit te favoriser ou défavoriser par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. Respectons ce que nous-mêmes nous avons écrit. Pourquoi ce paradoxe entre ce que nous disons et ce que nous faisons? Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu, encore une fois, apporter ma contribution dans ce débat. Et je suis prêt chaque fois que je le pourrai d'apporter ma contribution. Maintenant, pour les militants, ne vous inquiétez pas. Je poursuis le combat. Ceux qui ont peur, ils restent chez eux. Ceux qui peuvent se lever, il faut qu'on poursuive parce que nous sommes encore loin, très loin de la libération de notre pays. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous pour le samedi, je crois 19. Mais avant de terminer et de vous laisser, je voulais vous faire une annonce. Je me prépare à ce que l'on appelle le webinaire le 12 août, c'est-à-dire une espèce d'émission qui sera comme une espèce de conférence où je pourrai exposer sur un certain nombre de sujets. Des dispositions pourraient être prises pour que des questions me soient posées et que je puisse y apporter la réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on m'empêche d'être en contact avec vous physiquement, mais grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous pourrons toujours communiquer. Et je pense que le 12 août, à 18h, heure de Brazzaville, sauf cas de force majeure, nous aurons cette activité webinaire et nous aurons l'occasion de développer, d'écouter, puisque ça sera fait sous forme de conférence et je répondrai aux questions qui me seront posées. Sur ce, je vous remercie une nouvelle fois pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. À bientôt et à la prochaine. Merci.